j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Philippon et Charlotte Picard et je leur cède volontiers la parole. Alors, bonjour à tous. Donc, je Bonjour. suis Thomas Philippon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Oui, très bien. Bon, très bien. Eh ben, merci beaucoup de votre invitation. Voilà, je vais essayer de mettre en route le partage d'écran. Alors, où est-ce qu'il est mon partage d'écran? Il est là. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Je peux faire ça, je peux faire… Est-ce que vous voyez toujours quelque chose? C'est en train de basculer en plein écran, j'imagine. Voilà. Là, pour l'instant, on a un écran noir. Alors moi, mon partage est activé. Il est en effet en plein écran. Donc, dès que vous l'avez reçu, vous me dites. Sinon, je recommence. Essaye de balayer, Thomas, parce que là, on a un écran noir. Enfin, en tout cas, de mon côté, je ne sais pas si c'est confirmé par ailleurs. Mais… Ouais. Ouais. Alors, On l'a eu tout à l'heure. Je le recommence. Ouais, on l'a eu tout à l'heure. Avant que tu ne le Ouais, bascules en alors, plein en écran, fait, c'est on ne met pas en plein écran, si je comprends bien. Alors là, ça devrait peut-être le faire. Parfait, là. Parfait. Parfait. C'est parfait. Ok, super. Bon, bonjour à tout le monde. Donc, en effet, je vous remercie de cette invitation. Je vais me présenter brièvement. Donc, moi-même, je suis architecte. En fait, je suis installé à Avignon et je suis donc adhérent d'Envirobat BDM, qui est une association donc, qui a développé la démarche BDM dès la fin des années 2000. Je suis administrateur de cette association et par ailleurs, j'ai été anciennement directeur d'Ecopolis, qui est une des autres associations qui est membre de notre collectif et qui a développé sur son territoire, donc en Île-de-France, la démarche BDF, donc qui est active depuis 2016. Voilà, j'ai aussi une casquette d'accompagnateur, parce que vous allez voir, c'est un des sujets de la démarche. Il y a des accompagnateurs, donc c'est un rôle que je connais un peu. Et puis, en fait, le collectif des démarches quartier bâtiment durable, qui s'est constitué en 2019, donc qui regroupe alors, est-ce que j'arrive à passer à la diapo suivante, voilà, qui regroupe 5 régions aujourd'hui, enfin 5 associations qui interviennent dans les 5 régions que vous voyez, se sont constituées donc en collectif il y a un peu plus de 3 ans maintenant, et ils m'ont confié une mission d'animation de leur collectif, voilà, que j'assure en tant que consultant. C'est la raison pour laquelle je me retrouve devant vous aujourd'hui, puisque un des rôles qui m'est assigné, c'est de dialoguer avec toutes les structures qui souhaitent développer des démarches sur leur propre territoire. Voilà, donc pour revenir un peu à l'histoire du développement de cette démarche, donc en effet, comme il vient d'être dit, c'est une démarche qui a été initiée en région Sud-PACA, à la suite du rapport Jourda, donc, qui était un des rapports commandés par Jean-Louis Borloo pendant le Grenelle de l'environnement. Il y a un certain nombre de professionnels qui se sont aperçus qu'il n'y avait pas vraiment d'outils efficaces pour évaluer et accompagner les maîtres d'ouvrage qui souhaitaient être le plus vertueux possible. Et voilà, donc en fait, il y a un projet de recherche qui est né en région PACA, qui a été très largement soutenu par l'ADEME et par la région PACA à l'époque, et qui a donné lieu aux premières expérimentations donc, de la démarche BDM, donc Bâtiment Durable Méditerranéen. Ensuite, un peu par, disons, proximité géographique, ce qui était à l'époque la région Languedoc-Roussillon, s'est mis aussi à utiliser cette démarche parce qu'il y avait des professionnels qui travaillaient à cheval sur la région PACA et la région Languedoc-Roussillon. Au moment de la fusion des régions
la région Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées sont devenues région Occitanie. Et donc, assez naturellement, la démarche a été proposée à l'ensemble des maîtres d'ouvrage de la région Occitanie. Et puis, alors, la troisième étape, donc, ça a été en effet l'Île-de-France. Donc là, c'est plus dans le cadre du réseau qu'on appelle le réseau bâtiment durable. Donc, il y a des contacts qui ont été établis entre des professionnels de la région PACA et des professionnels d'Île-de-France dont j'étais à l'époque, et qui, au vu de la pertinence de cette démarche, on souhaitait proposer le développement en Île-de-France. Et puis, petit à petit, cette démarche fait des petits. Et donc, la région Nouvelle-Aquitaine s'est également lancée à son tour. Elle a mis en place la démarche en 2020. Et puis, très récemment, donc, la région Bourgogne-Franche-Comté s'est également lancée, donc a mis en place la démarche pour la lancer cette année. Là, ils sont en train de faire les premiers tests sur des opérations pilotes. Voilà. Donc, au total, il y a 5 régions aujourd'hui qui sont dotées de cette démarche, et ça représente à peu près 50% de la population de la France métropolitaine qui peuvent avoir recours, en fait. Donc, à 50% de la population qui peut avoir recours à cette démarche. Ça représente, alors évidemment, ceux qui ont commencé les premiers, ils en ont fait un peu plus que les autres. Donc, assez logiquement, on voit le nombre de projets qui sont rentrés dans cette démarche à différents endroits du territoire. Donc, en effet, la région PACA tient la corde puisqu'ils sont déjà à 563 projets au dernier comptage. En Occitanie, ils en sont à 138, en Île-de-France à une centaine. Ils viennent de passer le cap des 100, là. Et puis en Nouvelle-Aquitaine, ils ont déjà fait passer 12 projets donc, depuis leur lancement. Bon, la région Bourgogne-Franche-Comté, pour l'instant, étant en démarrage. Ça représente au total 813 projets. Et voilà, donc on va assez tranquillement vers les 1000 projets très, très bientôt. Et ça représente à peu près, enfin là j'ai mis 2 800 000 mètres carrés. C'est un chiffre un peu approximatif, mais qui donne un ordre de grandeur assez fiable. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'il y a un pourcentage de bâtiments en réhabilitation qui augmente. Donc là, aujourd'hui, il y a 74% de bâtiments neufs parmi ces 813 projets, mais la tendance est quand même à ce que les bâtiments en réhabilitation entrent de plus en démarche dans les années à venir. D'ailleurs, c'est un souhait que toutes les associations qui portent des démarches ont assez fortement. Alors, maintenant, je pense que ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre pourquoi cette démarche finalement, pourquoi dans ces régions, ces associations ont souhaité mettre en place ces démarches. En fait, très concrètement, je pense que pour la région PACA, dès le départ, ils avaient identifié qu'il n'y avait aucun outil existant qui était satisfaisant pour accompagner et évaluer les projets. En région PACA, notamment, il y avait évidemment, ils font face à un climat spécifique qu'on appelle le climat méditerranéen. Ils voulaient trouver quelque chose justement un outil qui permet de prendre en considération ces aspects climatiques spécifiques, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a des dynamiques professionnelles qui sont à l'œuvre dans chaque région et qui peuvent différer d'une région à l'autre et avec des problématiques aussi territoriales. Alors, il y a des territoires qui sont peut-être plus ruraux que d'autres. Il y a des territoires qui ont des problèmes liés à l'eau, aux déchets. Enfin, bon, même si tout le monde retrouve globalement les mêmes problématiques, en Île-de-France, on savait par exemple que la gestion des déchets était un sujet particulièrement important. La question de l'îlot de chaleur urbain était quelque chose de particulièrement important également. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de prendre en considération ces aspects-là dans le mode d'évaluation. Voilà, donc en gros, un des principes, c'est d'élaborer avec les professionnels de la région concernée un référentiel qui est au plus près des préoccupations de la région. Après, ce qui est très important,
c'est que, en fait, c'est une démarche qui se veut être une démarche d'accompagnement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mettre un coup de tampon à la fin, mais il s'agit de, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est de tirer le projet vers la meilleure version de lui-même. Et pour ça, en fait, on a imaginé un rôle d'accompagnateur, justement, qui s'appuie sur l'association, qui met à disposition un certain nombre d'outils pour accompagner. Et cet accompagnement qui peut se situer, alors j'y reviendrai plus en détail tout à l'heure, mais qui peut se situer soit du côté de la maîtrise d'ouvrage, soit du côté de la maîtrise d'œuvre, permet finalement de faire progresser les projets. Et c'est ça le but recherché, c'est-à-dire que ce n'est pas juste de mettre une note. Bon, certes, c'est important de pouvoir évaluer à la fin, mais c'est surtout important d'arriver à un projet qui soit meilleur après accompagnement que ce qu'il était prévu au départ. Et puis enfin, il y a un troisième grand principe qui est la commission interprofessionnelle. Et donc là, l'idée, c'est de se dire que, en fait, l'examen d'un projet au seul regard d'un référentiel ne permet pas complètement d'en saisir la valeur. Et pour ça, on a besoin d'un regard de personnes qui ont l'expérience du projet, de la maîtrise d'œuvre, de la maîtrise d'ouvrage, du chantier, et qui savent apprécier la cohérence d'ensemble d'un projet. Et donc, en fait, c'est, comment dire, disons qu'évaluer un bâtiment, ce n'est pas comme évaluer une voiture ou un stylo, c'est-à-dire qu'on ne sort pas un bâtiment d'usine d'assemblage où tous les éléments sont pareils. En fait, on a à chaque fois une parcelle spécifique dans un environnement spécifique avec des orientations, des problématiques climatiques, des problématiques d'usage, un programme particulier, etc. Et donc, c'est intéressant d'avoir un regard interprofessionnel sur la réponse à l'ensemble des questions posées a été pertinente au vu du contexte particulier de l'opération. Et ça, évidemment, ça ne peut pas se faire avec une grille d'analyse, puisque par définition, la grille d'analyse, elle est pensée pour être la même si elle peut s'adapter à certains contextes, mais elle est pensée quand même comme étant un tronc commun pour analyser un ensemble de projets. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette démarche, c'est qu'elle se veut, alors ce qu'on appelle holistique, mais c'est-à-dire qu'elle propose d'analyser le projet en prenant en considération toutes les problématiques qui touchent au développement durable sur un projet de bâtiment. Donc, en fait, il ne s'agit pas seulement, comme certains le font, d'examiner un aspect spécifique, comme pourrait être l'énergie ou juste les matériaux, mais véritablement de prendre en considération l'ensemble des dimensions du projet, alors qu'on a classé en 7 grandes thématiques. En fait, bon, voilà, c'est un classement qui peut toujours faire l'objet de discussions. C'est toujours compliqué de ranger une réalité complexe dans des cases, mais néanmoins, voilà, aujourd'hui, on a un certain recul sur ces 7 thématiques qui nous semblent quand même finalement être assez pertinentes pour appréhender les projets de bâtiment. Et ce qui est important surtout, c'est d'essayer de ne pas laisser une des thématiques de côté. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de voir tout à l'heure. Mais voilà, c'est… alors, voilà, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, je vous ai mis la timeline que propose l'association ODIS, donc qui a développé la démarche BDNA en Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est un peu les derniers à avoir travaillé sur leur communication sur le sujet. Donc, et ce qui permet de voir un peu
justement ce qui se passe quand on rentre en démarche BD. Donc, d'abord, le maître d'ouvrage rentre en contact avec l'association qui porte la démarche, idéalement au moment où elle se lance dans la programmation de son opération. C'est aussi à ce moment-là qu'elle peut orienter son choix de l'accompagnateur, donc soit en cherchant son accompagnateur au sein de l'équipe de maîtrise d'œuvre, soit en se dotant d'un accompagnateur avant le choix de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Donc, ça, c'est en fait, il y aura peut-être des questions là-dessus, mais les deux possibilités sont équivalentes, on va dire, du point de vue de la démarche. Après, il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés, enfin, sur les deux possibilités. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que l'équipe de conception qui a été choisie donc, va travailler sur sa proposition en tenant en considération l'ensemble des éléments du référentiel. Et puis, à la fin de l'APD, en fait, le projet va passer une première fois en commission, donc en présentant ce qu'on appelle donc la commission conception. Et donc là, pour une première fois, donc le projet aura été passé au crible du référentiel, puis en commission, et on va avoir une idée de son niveau de reconnaissance en phase conception. Ensuite, le projet se poursuit en tenant compte ou en prenant en compte l'ensemble des remarques qui leur auront été faites au cours de la commission. Et puis, on passe à la phase chantier. Et puis, il y a une deuxième commission à la livraison du bâtiment. Sachant qu'il y a aussi une visite qui est prévue par l'équipe de l'association pour voir si tout s'est bien passé sur le chantier. Éventuellement, ils viennent le jour où il y a le test d'infiltrométrie, par exemple, pour voir comment ça se passe. Enfin, bon, voilà. Après, c'est au choix de l'accompagnateur et de l'équipe de l'association. Et puis enfin, ce qui est aussi très notable dans notre démarche, c'est qu'on cherche à évaluer le bâtiment en phase d'exploitation, c'est-à-dire 2 ans après livraison du bâtiment, pour qu'il y ait eu une première saison de chauffe complète, puis le réglage des appareils, et enfin qu'on puisse avoir un vrai retour sur la manière dont fonctionne le bâtiment, mais pas seulement sur les questions énergétiques, mais aussi évidemment sur les questions d'usage, la manière dont, je ne sais pas moi, les végétations poussent, s'il est prévu de végétaliser une partie du projet. Enfin voilà, donc en fait, ce qui est très intéressant pour nous, c'est de pouvoir apprécier comment, à partir d'un projet en conception, on arrive à une mise en œuvre qui répond véritablement aux ambitions qui étaient fixées par le maître d'ouvrage dès le départ. Alors, ça nous donne un ensemble d'acteurs qui interviennent en démarche bâtiment durable. Donc là, c'est pareil, j'ai remis une slide qui est proposée par ODIS, mais qui est assez clair sur l'ensemble des acteurs qui interviennent. Donc évidemment, en premier lieu, le maître d'ouvrage, qui va choisir des hommes et des femmes pour concevoir son projet, donc qui sont un peu au centre de l'opération. Il va y avoir l'accompagnateur qui va intervenir, alors qui est soit au sein de l'équipe projet ou en accompagnement de la maîtrise d'ouvrage, les usagers du bâtiment, les membres de la commission qui vont intervenir pour donner une note de cohérence durable, ce qu'on va voir, et puis l'équipe de l'association qui offre le cadre de la démarche à tous les maîtres d'ouvrage de sa région. Voilà. Donc l'accompagnateur, en fait, il a plusieurs rôles dans le cadre de cette démarche. Donc d'abord, il faut savoir que c'est un professionnel qui doit être doté d'une expérience de bâtiment durable, c'est-à-dire que ce n'est pas un rôle qu'on peut confier à quelqu'un qui sort de l'école. Il faut vraiment avoir fait du chantier et à être impliqué sur les problématiques de bâtiment durable pour pouvoir remplir ce rôle.
Et puis, il a trois principales fonctions, c'est-à-dire que d'abord, en effet, il va être l'interface d'évaluation entre l'équipe projet et l'association. Et c'est à lui de pousser des choix qui vont permettre finalement d'améliorer le projet. C'est lui qui fait le lien entre l'équipe projet et l'ensemble des membres de l'association pour l'organisation des commissions, pour aussi avoir, comment dire, encouragé en interne le projet, expliquer auprès de l'équipe de l'association les choix qui ont été opérés. Je profite peut-être de cette occasion pour dire que la dimension humaine qui était signalée en première slide de l'accompagnement, elle est très importante parce que, encore une fois, on s'aperçoit qu'il y a des projets qui, voulant très bien faire, sont quand même confrontés à des situations parfois très complexes ou des contraintes particulières qui nécessitent peut-être de regarder leur projet avec un minimum de souplesse. Et donc, c'est en fait le fait qu'il y ait ce dialogue possible entre l'accompagnateur et l'équipe de l'association, c'est un élément très important. Et puis enfin, en effet, il y a la question du partage. La commission, elle a aussi cette possibilité. Je vais revenir tout de suite sur ce qu'est la commission, mais de pouvoir partager avec ses pairs un certain nombre d'éléments. Alors, là, je vous ai dit tout à l'heure, la commission, elle a une vocation première qui est de juger de la cohérence durable. Et donc là, on voit qu'il y a des éléments qui sont mis à disposition des membres de la commission pour essayer d'apprécier cette cohérence durable. Donc, l'idée étant qu'un projet qui n'est qu'une addition de solutions parcellaires, en fait, ne peut pas être de même qualité qu'un projet qui est vraiment pensé dans son ensemble et où finalement les choix sur certains thèmes font écho aux choix des autres thèmes. La commission, elle est interprofessionnelle, je l'ai déjà dit, elle doit être publique, participative. Évidemment, c'est elle qui fait l'évaluation de la cohérence durable. Et puis, elle est transparente. Donc, ça, c'est un élément aussi très fort de la démarche. C'est ce qui explique que tout un écosystème d'acteurs à l'échelle régionale peut monter en compétence parce que, justement, c'est une démarche qui encourage les échanges entre les acteurs et qui permet justement des transferts d'expériences, de compétences. Voilà, bon, la plupart des commissions, en général, ont un public de 50 à 100 personnes. Ça dépend des régions, ça dépend des projets qui sont présentés aussi. Mais voilà, je vous incite, si vous avez l'occasion, à venir le plus vite voir comment se déroule une commission. Mais c'est vrai que c'est un moment très intéressant pour les professionnels. Voilà. Et donc, à l'issue de tout ce parcours, on a une reconnaissance de son travail. Donc, en fait, le projet est toujours noté sur 100 points. Et donc, il y a 85 points qui sont délivrés au regard du référentiel, donc savoir si les objectifs qui sont fixés par le référentiel ont été atteints ou non. Et puis, la commission donc, a la possibilité de donner jusqu'à 15 points en plus pour valoriser la cohérence du projet. C'est aussi une démarche qui laisse la place à l'innovation, puisque en fait, on est confronté aussi à des situations où on n'a pas forcément eu pensé au moment où on a rédigé le référentiel à toutes les bonnes idées qui étaient possibles de mettre en œuvre. Et donc, il y a certaines équipes qui arrivent en disant, ben voilà, nous, on a trouvé une bonne idée, on est les premiers à y avoir pensé, ou voilà, et on aimerait bien être récompensé pour ça. Donc, le dispositif le permet. Voilà. Ça, c'est ce qui est le rôle de l'association qui porte la démarche. Donc, elle offre le cadre en fait, dans lequel la démarche peut se développer. Donc, elle offre un soutien technique. Elle donne la garantie de la qualité de l'évaluation. C'est elle qui organise les commissions et qui permet de valoriser les projets en aval des commissions. Voilà.
Donc, je terminerai sur cette slide-là, qui est en fait une petite synthèse, mais qui permet d'aborder un sujet, enfin, notamment un concept, on va dire, qui est le système participatif de garantie, qui est un concept en fait, qui est un peu sous-jacent à la démarche bâtiment durable. Donc, l'idée d'avoir une gouvernance collective et puis une évaluation par les pairs, avec appuyé sur un référentiel avec des étapes de validation qui se succèdent dans le temps. Voilà. Donc, c'est tous ces éléments-là qui font qu'on a un outil d'évaluation et d'accompagnement qui est à la fois une propriété partagée et qui nous incite aussi à en prendre soin collectivement. Voilà. Donc, je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous souhaiterez me poser, évidemment. Et puis, je remercie très vivement Charlotte Picard, donc, qui a accepté à notre invitation d'être maître d'ouvrage témoin pour éventuellement répondre à des questions que vous aurez souhaité poser à un utilisateur de la démarche, puisque la ville de Rosny-sous-Bois a utilisé déjà la démarche à plusieurs reprises. Oui, tout à fait. Est-ce que vous souhaitez que je me présente d'abord et que j'explique pourquoi nous avons choisi de suivre la démarche BDF? Je vais essayer de vous donner un peu de contexte. Merci à Thomas de m'avoir invité. Ça, c'est aussi un exemple de la grande famille bâtiment durable. On ne se connaît pas, mais voilà, on a des liens via cette démarche. Donc moi, je suis architecte à la ville de Rosny-sous-Bois et plus précisément, je travaille dans la direction recherche et innovation qui réfléchit assez globalement à la résilience de la commune, à quoi peut ressembler Rosny-sous-Bois dans le futur pour faire face aux enjeux climatiques et sociaux qui nous guettent et qui sont déjà là. Et nous avons une mission actuellement un peu plus précise pour faire face aux besoins de la ville en termes d'accueil scolaire. Nous effectuons de la maîtrise d'œuvre. Donc, j'ai un espèce de double témoignage en tant que maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage pour la ville de Rosny-sous-Bois. Notre objectif en tant que maîtrise d'œuvre, c'est de trouver, donc, dans notre réflexion sur la résilience de notre environnement, de trouver comment construire en impactant le moins possible notre environnement, voire en ayant un impact positif, si cela est possible. C'est un objectif très, très large et effectivement, c'est un horizon que nous avons. Et chaque jour, on se pose donc la question dans notre pratique de comment faire pour faire cette architecture, ces constructions les moins impactantes possibles pour l'environnement. Partant de là, on ne s'est jamais intéressé aux certifications ou aux labels environnementaux existants. Comme le disait Thomas, l'idée d'avoir un coup de tampon à la fin de notre processus de conception ou de réalisation, on n'en voyait pas tellement l'intérêt, vu qu'on réfléchit déjà sur l'impact de la construction à travers nos bâtiments. On a été assez rapidement séduit par la proposition d'Ecopolis et la démarche bâtiment durable francilien qui s'est lancée aux alentours de 2013, peut-être 2014, je ne me souviens pas exactement. Et sur les 100 projets BDF donc, existants en Île-de-France, il y en a 5 de la ville de Rosny-sous-Bois. On a 3 projets qui concernaient des bâtiments neufs et 2 projets des rénovations. Ce qui nous a tout de suite plu dans cette démarche, c'est justement le côté participatif et collaboratif. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas dans notre coin, mais dès le départ, il y a des échanges donc, avec l'accompagnateur BDF, qui peut être ou non dans l'équipe de maîtrise d'œuvre, avec le représentant de l'association régionale, donc avec le représentant d'Ecopolis dans notre cas. Et dès la phase programmation, évidemment, il y a une grille. Ça, c'est le moment le moins rigolo, on va dire, c'est de passer en revue les 400 et quelques items de la grille. Mais l'intéressant, c'est d'arriver aux commissions, où justement là, vraiment pour nous, c'est important, comme on est une collectivité territoriale, ça nous paraît logique de participer à des commissions publiques et ouvertes à tous, où on vient présenter nos projets, où on échange à la fois avec les membres de jury de commission, mais aussi avec le public dans la salle.
Et on tisse des liens aussi avec d'autres professionnels, que ce soit des architectes, des bureaux d'études, des entreprises quand elles sont présentes, d'autres maîtres d'ouvrage. Pour nous, c'est vraiment ce moment-là qui est intéressant. Je ne vous cache pas que d'une certaine manière, cette démarche nous donne aussi une espèce de vitrine, parce qu'on n'a pas forcément des budgets de communication ou des moyens de communiquer sur nos travaux très importants. Et le partenariat finalement qui se noue avec Ecopolis via cette démarche est gagnant-gagnant pour tout le monde. Nous, on fait connaître nos projets et en même temps, on nourrit nos projets de tous ces échanges. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne vais pas prendre trop de temps parce que ce qui est plus important, c'est les échanges entre vous tous et nous qui témoignons. Je crois que j'ai fait à peu près le gain et les bilans, c'est qu'on continue avec Ecopolis. On participe parfois même en tant que membre de jury. Une grande partie de notre équipe de maîtrise d'œuvre est aussi habilitée en tant qu'accompagnateur BDF. Donc, selon les projets, on est amené à avoir différents rôles. Et on réfléchit aussi avec l'association à comment faire évoluer la démarche pour gagner encore plus en vertu et en cohérence. C'est vrai que ce thème de cohérence nous paraît très important et comme le disait Thomas, on ne peut pas juste choisir une ou deux actions vertueuses. Ce qui nous plaît, c'est qu'il y a une réflexion sur le fond et sur la globalité des démarches de construction pour aller toujours plus loin et s'assurer que les constructions du futur seront moins impactantes pour notre environnement. Voilà. Merci pour ces propos concrets et qui donnent envie. Alors, la question que j'ai envie de poser, moi, c'est qu'est-ce qui amène un maître d'ouvrage à solliciter une telle démarche, si on devait le faire en Bretagne, par exemple? Nous, dans notre cas, c'était vraiment sortir de notre cercle de réflexion interne, parce qu'à la mairie, c'est assez particulier, on a des ingénieurs et des architectes. Donc, on conçoit les projets vraiment. Le maître d'ouvrage, c'est le collègue dans le bureau d'à côté. L'utilisateur, c'est aussi des collègues à moi. Donc, c'était pour avoir un point de vue extérieur et oui, un point de vue peut-être un peu plus objectif ou qui permette de se reposer les questions sous d'autres angles et s'assurer finalement, grâce à la grille et aux thématiques qu'on doit traiter, de ne rien oublier, entre guillemets, de rebalayer le projet et de nous re-questionner finalement sur des options qu'on avait prises et puis finalement, ce n'est pas forcément les meilleures. Donc pour nous, c'est ça qui est très stimulant, c'est l'apport extérieur et les échanges. D'accord, ça veut dire que c'est une capacité à adapter son projet en fonction des réponses qui peuvent être différentes des projets de départ, quoi. Oui, c'est cette idée de faire progresser le projet aussi, comme l'a dit Thomas. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui arrive à la fin d'un projet. De toute façon, tout est bouclé et on doit juste évaluer où est-ce qu'on en est arrivé. Mais là, le fait de prendre cette démarche dès la programmation, c'est aussi d'en tirer le meilleur possible pour chaque contexte et chaque programme d'opération. Alors moi, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait, les motivations des maîtres d'ouvrage peuvent être assez variées, en fait. Mais en fait, aujourd'hui, il y a un équilibre, comment dire, on peut compter à peu près autant de maîtres d'ouvrage publics que de maîtres d'ouvrage privés qui ont recours à la démarche. Et en fait, il y a des maîtres d'ouvrage qui savent déjà bien faire et qui ont recours à la démarche justement pour aller vers l'excellence, entre guillemets, pour faire valoir leur qualité de maître d'ouvrage. Donc ça, c'est plutôt des maîtres d'ouvrage qui vont viser le niveau or, en fait, on va dire. Donc ça représente 20-25% des projets aujourd'hui. Ça peut varier d'une région à l'autre, mais en gros, c'est des bons élèves qui ont envie de faire savoir qu'ils sont bons élèves et qui ont envie d'être encore meilleurs.
Et puis après, il y a des maîtres d'ouvrage qui se disent que bah, voilà, ça serait quand même bien temps de s'y mettre et que bah, le fait de ne pas s'y mettre tout seul, dans son coin, c'est quand même mieux. Voilà. Il y en a qui sont clairement comment dire, dans une démarche liée à l'émulation locale, c'est-à-dire que alors, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais j'imagine que c'est un peu partout pareil. Mais si le maire de la commune voisine a fait une école justement avec BDM Argent, par exemple, ben, on va dire, ah tiens, et pourquoi pas nous, voilà, bon, bref. Et puis, alors, il y a des bailleurs dans certaines régions qui sont aussi allés chercher des reconnaissances BDM parce qu'il y avait des financements à la clé. Enfin, voilà, donc en fait, les motivations peuvent être diverses et variées. Ça dépend aussi des politiques publiques régionales, c'est-à-dire que il y a des régions où il y a eu clairement de l'éco-conditionnalité qui a été mise en place, par exemple sur des niveaux de reconnaissance particuliers, c'est-à-dire qu'à partir du BDM argent, enfin c'était en Occitanie d'ailleurs, mais je crois que c'était si on était BDO argent, on avait un peu de financement, puis si on était BDO or, on avait encore un peu plus. Enfin voilà, donc après c'est voilà, c'est-à-dire qu'en fait la réponse c'est que il y a plein de raisons de faire du BD en fait. Voilà, Oui, c'est clair qu'on n'est qu'un seul exemple pour le coup à Rony-sous-Bois et on serait plutôt dans le groupe des bons élèves mais qui veulent être encore plus exemplaires. Toutes nos réalisations sont hors pour l'instant. Bravo. Merci. Et ce que j'ai pu remarquer en Île-de-France, en tout cas, c'est que j'ai quand même des appels d'autres collectivités qui insèrent maintenant dans leur programme la démarche bâtiment durable francilien, qui viennent voir aux commissions comment ça se passe et il y a une petite émulation qui se crée forcément. Je vois qu'il y a une question sur les entreprises. Les entreprises, on leur indique toujours qu'on est dans cette démarche-là, on essaye de les sensibiliser. Enfin, de toute façon, on le fait par rapport aux spécificités de nos projets. Et on essaye, mais ça ne marche pas tous les coups, qu'ils soient présents lors de la commission réalisation, la commission qui a lieu pendant le chantier aussi. Parce que ça peut être un moment aussi de valorisation de ces acteurs de la construction. C'est quand même sur eux que ça repose à la fin. C'est ce qu'on aime, je pense, dans la démarche, c'est le fait qu'on mélange tous les intervenants et qu'on trouve cet espace d'échange avec tout le monde. D'accord, mais pour compléter la question de Nicolas Lebon, donc, qui représente la Fédération du bâtiment, est-ce que ça implique des qualifications minimum ou des références minimum pour les entreprises pour pouvoir réaliser les chantiers que vous engagez dans ces opérations? Alors, je dirais pas ça comme ça. En fait, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme vous l'avez compris, dans chaque région, le référentiel a été adapté aux spécificités locales. Donc, et quand quand je dis il a été adapté, c'est que en fait, il y a un socle commun qui est posé au niveau du collectif. Donc, en fait, par exemple, toutes les régions doivent en effet évaluer le projet selon 7 thématiques, c'est les 7 grandes entrées, ça ne bouge pas d'une région à l'autre, donc il y a ce qu'on appelle un socle commun. Néanmoins, il y a des problématiques qui peuvent être traitées différemment suivant les régions. En règle générale, il y a quand même des dispositifs en gestion de projet qui cherchent à valoriser des démarches de chantier propre à faible impact. Donc, ça veut dire qu'en effet, les entreprises qui vont s'engager à la réalisation d'un bâtiment BDM vont signer un document, soit une charte de chantier, soit, enfin voilà, en tout cas, de faire en sorte que, par exemple, la gestion des déchets du chantier soit particulièrement mieux traitée. Alors après, ça dépend aussi le niveau qu'on recherche. C'est-à-dire que je sais que quand on parle de l'Île-de-France et du niveau or, par exemple, je crois que le taux de recyclage des déchets de chantier qui est demandé est très important, en tout cas beaucoup plus important que la moyenne. Si on est sur un niveau bronze, ça sera juste un niveau de recyclage légèrement meilleur que la moyenne. Donc en fait, il y a comment dire,
il y a des cibles ou des objectifs à atteindre qui sont fixés sur la réalisation du chantier. Il y a des qualités de mise en œuvre qui sont demandées. Il y a, voilà, bon, après, c'est aussi en fonction des ambitions de chaque maître d'ouvrage et du niveau qu'il veut atteindre. Donc, ça a des implications plus ou moins fortes sur la réalisation. Mais par exemple, je sais qu'on parle souvent de test d'étanchéité à l'air. Il y a le test réglementaire. Si on veut être hors, c'est pareil. Il faut avoir un test de meilleure qualité que la simple réglementation. Enfin, voilà. Ça veut dire que dans le préalable aux travaux, dans le choix des entreprises, ça veut dire que dans le règlement du marché public, ils sont précisés l'ensemble des choses qui vont présider au choix des entreprises. Absolument. Et d'ailleurs, ça fait partie du type d'accompagnement que l'association qui porte la démarche peut offrir. C'est d'accompagner les maîtres d'ouvrage dans la rédaction de leur cahier des charges pour s'entourer des compétences nécessaires à la bonne réalisation de leur projet. Donc, ça, c'est aussi bien pour les compétences de la maîtrise d'œuvre que des entreprises qui seront amenées à travailler sur le chantier. Donc, en effet, ce que disait Madame Picard est très juste, c'est que, en fait, c'est aussi une manière pour les entreprises qui font bien leur travail de le valoriser au sein des commissions et de le faire savoir. Donc, ça, c'est… voilà. Et d'ailleurs, en région PACA, ils ont même mis en place un dispositif pour que la présence d'une entreprise soit quasi obligatoire en commission de chantier. Parce que en fait, ils ne l'ont pas présenté comme ça, mais disons que si l'équipe se présente sans une entreprise en commission de chantier, elle a un petit malus. Donc, ce qui l'incite quand même à… Voilà. De la même manière qu'elle ne peut pas se présenter en commission conception sans l'architecte. Voilà. Enfin, bon, c'est assez logique, mais ça, c'est une autre vertu de la démarche, c'est que ça crée une cohésion au sein de l'équipe du projet entre les différentes parties prenantes et une cohésion qui parfois n'est pas si évidente que ça. Voilà. Parce qu'en fait, devant la commission, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et les entreprises se présentent ensemble pour défendre leur projet. Donc, il faut, voilà, ils sont censés justement défendre le même projet, quoi. Pour que ça marche. Ça fait partie de la cohérence durable, d'ailleurs. En tant que membre de commission, on peut voir assez vite si ça a bien fonctionné entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, ou si il y en a un qui tirait à U et l'autre à DIA. Oui, alors, je reviens quand même à la réglementation sur les marchés publics, puisqu'on est quand même dans un encadrement assez strict, assez strict sur le choix des entreprises. À un moment donné, il faut que ce soit en cohérence avec la réglementation des marchés publics, quoi. Il faut… Tout à fait. Oui, on est très vigilant là-dessus. Hein. Vous imaginez qu'on n'aurait pas pu faire plus de 800 projets en démarche sans avoir vraiment été vigilant sur cette question-là. Non, bien sûr, c'est un des aspects qu'on a regardé, mais en effet, c'est tout à fait possible. Madame Picard, Oui. par rapport à votre participation donc à la démarche, qu'est-ce que, dans quel domaine vous pensez que du coup vos bâtiments ont progressé, peut-être par rapport entre les premières fois et les fois suivantes, quels sont finalement les domaines où vous avez vraiment amélioré le bâtiment? Je ne sais pas si nos projets se sont beaucoup améliorés en tant que tels, parce qu'au niveau des choix de base, que ce soit sur les choix des matériaux, les choix des structures, on avait déjà des options très fortes et des partis très forts qui étaient pris. Je dirais que c'est plutôt par rapport à d'autres thématiques, comme la thématique de la gestion de l'eau, où peut-être on était moins aguerri dans l'équipe, ou la thématique sur la participation, la participation citoyenne. Et après, quand on parcourt la grille, il y a forcément des points, oui, qui ne nous étaient pas familiers. Donc, ça nous amène à travailler
sur ces sujets-là. Et sur les nouveaux projets, c'est vrai qu'on commence l'étude d'un projet en reparcourant la grille BDF pour vérifier si tout est bien imaginé, si pour chaque projet, on a bien exploré toutes les pistes. Après, je dois vous avouer que les marges de progression ne sont pas énormes et je pense que pour une maîtrise d'ouvrage, on va dire un peu plus novice ou qui part avec peut-être moins d'ambition environnementale à la base, ça va être plus spectaculaire. Nous, dès le premier projet, on avait beaucoup de points, donc c'est plus difficile. On va dire que notre participation, vraiment, nous, Rosny-sous-Bois, à la démarche BDF, elle est plus dans le sens de la transmission de possibilités pour aussi nourrir l'imaginaire des autres équipes. On est peut-être plus efficace dans ce sens que dans celui de faire progresser nos projets où on a déjà beaucoup de solutions qui nous amènent beaucoup de points, si je puis dire. Et je rebondis sur la question. Donc, vous partiez déjà de projets assez ambitieux, voire très ambitieux. Est-ce que vous étiez passé par des certifications type HQE et BREEAM ou pas et quelle est la différence finalement? Parce que pour ceux qui sont familiers, on voit que la démarche s'en rapproche forcément avec un accompagnateur, enfin un AMO. Et la grosse différence que je vois, c'est le côté collectif, quoi. La commission qui est vraiment une commission collective et pas juste un auditeur qu'on doit convaincre sur une journée, mais vraiment une discussion collective et un enrichissement vis-à-vis des autres projets. Et moi, je trouve ça hyper intéressant. Donc, merci vraiment pour vos présentations et je confirme ce qu'on avait pu dire lors d'échanges précédents, parce que Rémi nous avait un petit peu parlé de ça en amont et ça me semblait vraiment très intéressant et ça confirme ça. Mais voilà, je voudrais bien évaluer, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion, vous, de faire avant une certification plus classique et quel est vraiment le bénéfice que vous en retrouvez est-ce que justement ce côté référentiel adapté à la région et aux particularités de la région, je pense que c'est très fort aussi. On n'est pas sur un référentiel classique applicable partout, quoi. Clairement, sur les projets en maîtrise d'œuvre de la ville, on n'a fait aucune certification ou labellisation auparavant et aujourd'hui, ça ne nous intéresse pas dans le sens où voilà, on a déjà pris des choix très forts. On ne voit pas forcément ce que ces autres certifications ou labels peuvent nous apporter, peut-être à tort, je ne sais pas. C'était pas une évolution, quoi. Vous n'étiez pas passé par d'autres certifications et aller vers ça, c'est vraiment votre première approche. C'est pas du tout une évolution, c'est plutôt des rencontres, je pense. Le fait de rencontrer, alors je ne sais pas non plus à quelle occasion, je n'étais pas forcément à l'initiative de notre partenariat avec Ecopolis, mais clairement, quand la démarche était en construction en Île-de-France, ils sont venus nous voir. Ça les intéressait, je pense aussi, de pouvoir montrer des projets qui étaient très engagés. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un partenariat. On leur apporte autant qu'ils nous apportent, entre guillemets. Et on a accepté donc de se lancer dans cette démarche parce que finalement, dans notre façon de faire, le fait d'être une maîtrise d'œuvre publique au sein d'une collectivité, on n'a pas forcément besoin d'avoir des labels, on n'a pas de bâtiment à revendre à des utilisateurs. Enfin, on est en dehors du cercle, on va dire, marchand de l'architecture. Mais quand ils nous ont parlé de cette partie publique, collaborative et d'échange, on s'est dit, bah là, notre mission de service public, elle peut s'exprimer aussi dans le fait qu'on va retransmettre ce qu'on fait librement et ouvert à tout le monde. On utilise parfois des techniques non courantes. Bah, c'est l'occasion d'expliquer que oui, on peut construire en technique non courante. C'est l'occasion de dire oui, on peut utiliser la paille bio comme matériau structurel. Pour nous, c'est vrai que c'est aussi une plateforme de diffusion des expérimentations qu'on fait au sein de la ville. Alors moi, c'est pareil, je vais essayer du coup de prendre un petit peu de distance par rapport à ce que dit Charlotte Picard, puisque en fait, moi, c'est un exemple de maître d'ouvrage parmi d'autres, et c'est vrai que, alors c'est un maître d'ouvrage fidèle, hein, et en plus qui vise toujours l'excellence, donc c'est très agréable, mais c'est vrai que tous les maîtres d'ouvrage qui font dans les démarches ne sont pas forcément dans ce cas-là. Il y a des maîtrises d'ouvrage, par exemple, qui cumulent en fait des certifications et des démarches BD parce qu'en effet, ils sont dans une logique de ce que Charles Picard a appelé l'architecture marchande. Donc, en effet, c'est plutôt pour
avoir un avantage compétitif, on va dire, à la revente du bien dont ils auraient été maîtres d'ouvrage. Mais néanmoins, je veux dire, quelle que soit la raison pour laquelle on se lance dans la démarche, il y a toujours en fait quelque chose qui est très intéressant, c'est en effet cette notion de partage avec d'autres, donc d'émulation, comment dire, de montée collective de la compétence des acteurs à l'échelle d'une région. Il y a aussi l'idée que la démarche, elle doit servir pour les projets futurs. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire une démarche à un instant T avec une compétence, disons, en devenir. Et puis, l'expérience d'un premier projet va amener à aller plus loin la fois suivante, etc. Il y a beaucoup de maîtres d'ouvrage qui commencent par faire du bronze et puis qui se prennent au jeu. Et la fois suivante, ils essayent d'aller vers l'argent. Voilà. Je voulais aussi revenir sur la notion d'accompagnateur, parce que clairement, l'accompagnateur n'est pas du tout un auditeur du projet. Donc ça différencie énormément la démarche de ce que on peut appeler certification classique, on va dire. Donc clairement, on ne se positionne pas dans le spectre d'une certification. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas de... on ne porte pas cette notion-là. Et l'accompagnateur, il peut aussi se situer au sein de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Donc ça, c'est très important de le comprendre parce que, en fait, c'est une position qui lui permet d'avoir une influence importante sur les choix de conception. Et ce n'est pas du tout quelqu'un qui vient, dans ces cas-là, qui vient après coup pour cocher des petites cases, mais c'est quelqu'un qui est au cœur du réacteur et qui dit, bah voilà, là, si on bouge cette décision-là, bah, on va être bien plus performant sur ces questions-là, etc. Si on bouge dans l'autre sens, c'est-à-dire que il a accès au curseur, en fait, pour bouger le projet et faire en sorte qu'il soit peut-être plus vertueux, quoi. Donc ça, c'est le rôle d'un AMO, du coup, c'est ce que vous mettiez, je crois, soit il peut être au sein de la maîtrise d'œuvre, soit il a le rôle d'AMO. Alors ça, il est carrément, il n'est pas AMO, il est soit architecte, soit ingénieur du projet. Okay. Donc ça, c'est une des possibilités, c'est-à-dire qu'il y a des BET ou des architectes qui assurent eux-mêmes ce rôle-là et qui, du coup, sont l'interface avec l'association et sont, disons, au service de la démarche au sein de l'équipe projet. Donc, c'est eux qui dialoguent au sein de l'équipe projet avec tous les autres interlocuteurs. Enfin, dans toutes les équipes projet, il y a déjà un nombre d'intervenants assez important. Hein. Enfin, je veux dire, bon, ça dépend évidemment de la dimension du projet, mais c'est pas rare qu'il y ait 5, 6 co-traitants sur chaque projet. Donc, c'est vrai que en fait, on peut avoir au sein de cette équipe de co-traitants une personne qui endosse la responsabilité de pousser les curseurs sur les questions des bâtiments durables du projet, quoi. Et vous disiez tout à l'heure qu'il y a des avantages et des inconvénients dans chaque situation, justement, soit être au cœur de la maîtrise d'œuvre, soit être… L'avantage quand on est au cœur de la maîtrise d'œuvre, c'est d'avoir accès directement au bouton. Donc, on a accès… donc, en fait, on a une marge de manœuvre plus grande. Quand on est au sein comme assistant à maître d'ouvrage, à ce moment-là, l'avantage, c'est qu'on intervient plus en amont du projet. Donc, en fait, la question, c'est une question de dosage du maître d'ouvrage aussi en fonction du moment où il va rencontrer l'association et du moment où il va décider de rentrer dans la démarche. Il va avoir à choisir ces deux options. Alors, parfois, c'est trop tard. Parfois, c'est une volonté de travailler d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'une maîtrise d'ouvrage qui est dotée de compétences en interne va plutôt avoir envie d'avoir un accompagnateur dans l'équipe de maîtrise d'œuvre parce qu'elle sait qu'au moment de la rédaction des cahiers des charges, elle va être en mesure de bien cadrer les choses, elle connaît déjà la démarche, etc. Donc, elle est en mesure de piloter en tant que maître d'ouvrage le projet. Et à ce moment-là, c'est plus intéressant d'avoir un accompagnateur au sein de l'équipe de maîtrise d'œuvre parce que c'est là que les curseurs vont pouvoir bouger le plus loin.
Et à l'inverse, une maîtrise d'ouvrage qui prend un projet en amont mais qui n'est pas doté de compétences en interne, va vouloir s'adosser sur les compétences d'un assistant à maître d'ouvrage, voilà, qui devra peut-être faire une partie du travail comme accompagnateur, quoi. Donc en fait, les deux sont possibles. Et voilà, c'est juste pas exactement. Disons que les deux fonctionnent. En gros, aujourd'hui, on est à peu près sur du 50-50, donc on sait que les deux fonctionnent. Et après, c'est vraiment une question de configuration, de compétences, de maître d'ouvrage. Voilà. J'ai vu une petite question sur le coût aussi. Aujourd'hui, on a des coûts qui sont proportionnels à la taille des projets, évidemment, mais donc on a des ratios qui sont entre 0,5 et 1% du coût de la construction du bâtiment. Je ne sais pas si c'est confirmé par Victor Nisouba, mais à peu près, on est à peu près là-dessus, sachant que le coût est divisé en deux parties. Il y a une partie qui est une contribution à l'association, parce que l'association met à disposition le cadre d'évaluation et d'accompagnement, et puis une partie qui doit être la rétribution de l'accompagnateur. Donc en fait, voilà. Donc, sachant qu'évidemment, aujourd'hui, on est quand même aussi dans une démarche qui est assez vertueuse dans le sens où les plus gros projets permettent à des plus petits projets d'exister. Voilà. Alors, je pense que c'est à peu près toutes les associations essayent d'équilibrer les choses de cette manière-là. Moi, je confirme, ça correspond au barème. Entre 0,5 et 1% du coût de la construction. C'est à peu près ça. Et là, on n'a pas de souci au niveau de la maîtrise d'ouvrage. Ils acceptent de dépenser cette somme. Même pour nos élus, en fait, j'y ai pas pensé tout à l'heure, mais le fait qu'il y ait une espèce de regard externe et qu'un tiers dise à la ville, vous avez fait du bon travail, et ben, ça aide nos élus aussi à s'emparer finalement de ces projets et à les porter davantage. Nos explications parfois ne leur suffisent pas, on va dire, ou nos justifications. Je me fais le relais d'une question qui apparaît sur le chat. Si une démarche BD se développe en Bretagne, ne faut-il pas la mutualiser avec nos voisins de la région Pays de la Loire? Alors, pour le coup, là, c'est un choix, j'ai envie de dire, stratégique de chaque association. On échange, nous, régulièrement au sein du réseau national avec nos homologues des autres régions. Je crois savoir qu'en Pays de la Loire, ils sont aujourd'hui pas forcément enclins à s'engager dans cette voie-là. Je ne sais pas s'il y a eu des échanges, hein, Thomas, avec… Oui, alors je suis au courant un peu de tous les échanges. En fait, aujourd'hui, il y a deux régions qui sont très intéressées au développement de la démarche, en plus des 5 territoires où elle existe déjà. C'est la région Bretagne et puis la région Centre-Val de Loire, donc, qui est aussi en train de se poser la question de développer la démarche, mais la région Pays de la Loire n'est pas dans ce cas. Il regarde ce qui se passe, mais disons que en fait, comment dire, l'acteur qui est l'homologue de Bâtilab en Pays de la Loire, c'est Novabuild. Et en fait, Novabuild a un partenariat avec l'alliance HQE. Donc, en fait, ils ne sont pas aujourd'hui, franchement, sur l'idée de développer une démarche. Voilà, c'est une décision qu'ils ont prise déjà il y a plusieurs années, on va dire, de se lancer dans ce partenariat. Voilà, donc on ne pense pas aujourd'hui que c'est la région dans laquelle la démarche va se développer. Voilà. En fait, si on reprend la carte, alors je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais en fait, il y a aujourd'hui, sur les 13 régions métropolitaines, on peut imaginer que la démarche puisse se développer dans 11 régions sur les 13. Les 2 régions qui ont pris d'autres chemins, on va dire, c'est justement Pays de la Loire et Auvergne-Rhône-Alpes, pour des raisons différentes qui leur appartiennent à chacune d'elles, mais voilà.
On est en pourparlers avec la région Grand Est, avec les Hauts-de-France, voilà, donc, qui sont aussi engagés dans une réflexion depuis plusieurs années, même si pour ce qui est de la région Grand Est, c'est très compliqué parce que, comme vous le savez, l'Alsace a envie de s'échapper. Enfin, disons qu'il y a des questions de gouvernance qui viennent totalement parasiter ces questions qu'à notre échelle, on ne pèse pas grand-chose par rapport aux problèmes politiques de la région Grand Est, on va dire. Donc, c'est pas du tout… voilà, en plus, ils n'ont pas réussi à unifier une seule et même association pour… se saisir de la question. Donc, il y a un Envirobat de Grand Est qui existe, mais qui est un regroupement de plusieurs entités. Donc, c'est beaucoup plus compliqué, on va dire. Et puis, dans la région Hauts-de-France, on avait des personnes qui étaient très intéressées à la démarche. Malheureusement, elles ont quitté leur fonction de coup sur coup. Donc, en fait, voilà, il faut retisser des liens qui ont été rompus. Voilà, donc, même s'il y a un intérêt qui existait, parfois, il y a des aléas des carrières des uns et des autres qui viennent entrer en ligne de compte. Et puis, voilà, sinon, je sais qu'on a aussi des contacts en région Normandie. Donc, voilà. Et puis, cerise sur le gâteau, il y a la Nouvelle-Calédonie qui également se lance dans la démarche bâtiment durable, avec une spécificité territoriale très particulière, puisque ils sont complètement de l'autre côté de la planète, et puis c'est une île de 300 000 habitants, donc ils ne peuvent pas vraiment réfléchir à la question comme nous. Voilà. Tu parlais de spécificité territoriale, Thomas, donc tu expliquais rapidement tout à l'heure qu'il s'agit de construire une grille d'analyse qui soit territorialisée. Donc, évidemment, il y a les questions je veux dire, climatiques qui doivent être propres à la Bretagne dans notre cas, mais pas que. Il y a aussi, si j'ai bien compris, les attendus, ce qu'en perçoivent les acteurs du territoire qui vont être capables de se mobiliser dans la co-construction de cette démarche, parce que c'est aussi un point important, c'est que les spécificités qui seront celles du cahier des charges de la démarche bâtiment durable en Bretagne, finalement, seront celles qu'on va faire émerger d'une démarche qui est là aussi le fruit d'une concertation. Tout à fait. Et ça, c'est une étape qui est absolument essentielle. En fait, il ne faut pas du tout avoir peur de remettre son métier sur l'ouvrage, comme on dit, parce qu'en fait, c'est une période d'émulation très forte au sein du tissu professionnel local. C'est-à-dire que, et puis, on va avoir d'autant plus envie de participer à une démarche quand on a participé à son élaboration, en fait. Moi, j'ai l'expérience récente de ce qui s'est passé en Bourgogne-Franche-Comté, puisque j'avais été choisi par l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté pour accompagner donc le Terragilis, qui est l'association qui porte la démarche dans la structuration du référentiel. Et en fait, on a travaillé de manière très intense pendant 6 mois avec une 50aine de professionnels en Bourgogne-Franche-Comté, et ça a été une expérience très enrichissante pour tout le monde. Enfin, je veux dire, l'Assemblée générale de Terragilis qui a conclu ses travaux, il y avait une très belle dynamique interprofessionnelle qui était née, des gens qui étaient venus là un peu pour voir au départ, par curiosité, on va dire, et qui sont venus me retrouver à la fin de l'Assemblée générale en me disant « Ah, ça y est, j'ai compris l'intérêt de ce truc-là, allez, on va le faire » et tout ça. Bon, ouais. Donc, et puis, c'est très intéressant aussi de se dire, bah, voilà, on se saisit des questions, on va réfléchir à ce que c'est qu'un bâtiment durable en Bretagne. Et par exemple, sur la question de la gestion de l'eau, je sais que ça peut être une question assez difficile à traiter chez vous. Voilà, mais voilà, bon, ça peut… enfin, je veux dire, sur chaque thématique auxquelles ont été confrontés les professionnels en région Bourgogne-Franche-Comté, ils ont trouvé des angles de réponse qui leur étaient particuliers. Enfin, je parlais de la question de l'eau parce qu'ils ont beaucoup bougé, en fait, justement, là, cette question de l'eau. Ils l'ont fait progresser de manière assez spectaculaire. Donc, et c'est vrai que le collectif permet justement aussi de repartager ces évolutions-là. Et donc, je sais que là, en janvier, on a fait une réunion où en fait, les travaux qui ont été menés en Bourgogne ont été partagés
avec les équipes des associations des autres régions pour leur dire, bah voilà, nous, enfin, on a poussé le curseur dans cette direction-là. Et donc, ils peuvent avoir cette capacité aussi à réintégrer des éléments qu'on a travaillés en Bourgogne-Franche-Comté parce qu'ils considèrent que c'est pertinent sur leur propre territoire. Là, on est en train de bouger la question des matériaux, par exemple. Et c'est vrai que c'est voilà, assez stimulant quoi, de pouvoir le faire comme ça. Il y a une question là, de Marie concernant quelle durée pour cette phase de co-construction du référentiel. Là, Sachant que vous avez déjà très bien travaillé sur la base. Oui, non, mais c'est sûr. Ouais, en fait, la base, elle existe. Et en fait, ce qu'on appelle le socle commun, c'est vrai que c'est un point de départ très intéressant. Après, ça dépend de la capacité de mobilisation du tissu professionnel local, mais je dirais qu'à partir du moment où vous avez constitué un groupe pilote motivé pour, comment dire, pour encadrer ce travail de co-construction d'un référentiel régionalisé, je pense qu'il faut compter, allez, on va dire 6 mois pour la partie version bêta, et puis après 6 mois pour la partie test, en fait. Ok. Je vois l'heure qui tourne, Jean-François. Peut-être qu'on peut clôturer les débats à ce stade-là. S'il n'y a pas d'autres questions, moi j'ai trouvé ça très intéressant et beaucoup plus, effectivement, pas concret, mais enfin plus voilà, j'appréhende beaucoup plus le sujet que ce que j'en avais lu. Donc c'est vraiment très intéressant. En plus, ça vient conforter. On a rencontré Emmanuel Pérez de Rony Sous-Bois lors de nos journées off du DD. Effectivement, là, vous avez quelqu'un d'assez exceptionnel. Donc, merci, je lui retransmettrai. Merci pour lui. Donc, pour moi, c'est très intéressant et effectivement, ça nous donne bien envie d'aller voir vite comment se déroule une commission et d'en apprendre encore un peu plus sur le déroulement concret de cette démarche. Conformément à ce qu'on a déjà réfléchi, j'attendais un peu vos témoignages pour proposer à mes adhérents différents groupes de travail, puisque là, on est vraiment au cœur du sujet de Batilab, qui est d'enclencher une démarche collaborative entre tous les adhérents et les acteurs de notre réseau, où chacun a une partie à enrichir pour l'autre. Et là, on est vraiment dans la notion de réseau et de démarche construite ensemble. Et vraiment, ça me paraît intéressant de pouvoir solliciter nos adhérents sur la construction de cette démarche, de ce référentiel et de la mise en place en Bretagne prochaine de cette démarche bâtiment durable. Donc, je vous donne tous mes remerciements pour vos témoignages fort intéressants et je pense qu'on aura, au travers de Rémi et Clémence, l'occasion de vous ressolliciter pour des précisions ou pour peut-être assister à des travaux dans vos régions de façon à bien s'imprégner les uns et les autres de la démarche. Et évidemment, j'associerai tous nos adhérents qui voudront constituer le groupe de travail, le groupe de pilotage pour bien réfléchir à la façon dont on peut amener cette démarche en Bretagne parce que l'eau, c'est effectivement un problème parce que nous, on ne la boit pas, l'eau.
Voilà. Donc, écoutez, merci encore à tout le monde. Si quelqu'un veut intervenir, il n'y a pas de souci. Je remercie tous ceux qui ont été présents à cette Assemblée générale et patients pour entendre ces échanges sur la démarche bâtiment durable. Merci encore à tous.